Bienvenue sur Ici Écho. La très controversée procureure générale près la cour d'appel du Mont-Liban, Ghada Aoun, ne semble pas vouloir se plier à la décision du procureur général près la cour de cassation Jamal Hajjar, qui vient de la décharger de ses fonctions. Elle continue de l'ignorer. Face à ce comportement décrié par de nombreux magistrats, M. Hajjar ne fléchit pas. La juge démise de ses fonctions une première fois en mai 2023 a refusé de remettre ses dossiers au juge Hajjar qui les avait réclamés pour les examiner conformément à un droit que la loi lui accorde. À chaque fois qu'une décision est prise pour remettre de l'ordre au niveau du travail de la magistrature, elle menace de présenter un recours en invalidation de cette décision. Le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, avait enjoint à la police judiciaire de ne plus mettre en application les mandats délivrés par la juge démise de ses fonctions et de couper tout contact avec elle. Par conséquent, Ghada Aoun doit se conformer à la décision du juge Hajjar qui est désormais exécutoire. Au niveau économique, les dépôts en livres du secteur privé dans les banques avaient atteint 56 213 milliards fin avril 2024, avec 54 161 milliards fin mars 2024 et 52 050 milliards fin décembre 2023, selon le rapport mensuel économique, bancaire et financier pour le mois d'avril de l'Association des banques au Liban, ABL. Les prêts au secteur privé en livres auprès des banques ont diminué à 10 356 milliards à fin avril 2024 contre 10 754 milliards fin mars 2024 et 11 388 milliards fin décembre 2023, montrant une nette tendance à la baisse depuis le début de la crise. Le rapport indique également que les avoirs extérieurs nets du système bancaire et des institutions financières ont augmenté d'environ 143 millions de dollars. Cela est dû à une augmentation conjuguée des actifs nets de la Banque du Liban de 79 millions de dollars et des actifs nets des banques et des institutions financières de 64 millions de dollars. En avril 2023, les avoirs extérieurs nets avaient augmenté de 62 millions de dollars. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur l'affaire de la procureure générale près la cour d'appel du Mont-Liban, Ghada Aoun, avec l'avocat Mark Habba. Ainsi, nous nous pencherons sur l'actualité économique avec l'économiste en chef de la Biblos Bank, Dr Nassib Roubril, avec qui je commence directement. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Roubril. Bonjour, c'est mon plaisir. Je commence directement par votre évaluation pour la dernière visite de la commission du Fonds monétaire international au Liban. Comment évaluez-vous cette visite ? C'est une visite sous l'article 4 du système du Fonds monétaire international, mais c'était une visite allégée. C'était une visite technique, ce n'était pas l'équipe en entier du Fonds monétaire et ils ne vont pas publier un rapport détaillé prochainement. Ils vont attendre jusqu'à leur visite en septembre pour avoir une mission plus élargie. Ce qui n'a pas été publié dans le communiqué de presse du Fonds monétaire et durant les réunions du Fonds monétaire. Donc de protocole peut-être, hein. C'est une visite pour voir la situation de près, la situation économique, financière, bancaire, monétaire. C'était le but de la visite. Mais on ne devait pas s'attendre à des décisions ou bien à... Non, c'est une visite qui n'a rien à voir avec l'accord qui a été signé avec le Liban en avril 2022, le Staff Level Agreement. Oui. Et ils ont été très précis durant leur réunion que cet accord a été dépassé par le temps parce que les autorités libanaises ont seulement appliqué deux actions des 9 conditions préalables. Deux actions préalables des 9 conditions préalables. Et donc, le Fonds monétaire attend l'élection d'un président, la formation d'un nouveau gouvernement à plein pouvoir pour voir ce que le nouveau gouvernement au Liban veut du Fonds monétaire. Mais il continue à suivre de près la situation au Liban et de donner des aides techniques, d'offrir des aides techniques à l'État libanais. Mais vous dites quoi à propos de l'approche continue en ce qui concerne la solution des dépôts ? Nous avons bien entendu parler de réunions avec des institutions financières, des banques, des responsables, des ministres, etc. Et le dossier des dépôts était sur la table, ce dossier-là. La visite du Fonds le destin monétaire, de ces dépôts-là. La visite en mai de l'équipe du Fonds monétaire n'avait pas pour objectif
de déterminer le sort des dépôts. Ça, ça tombe dans ça fait partie de l'accord entre le Liban et le Fonds monétaire. Et comme je l'ai déjà dit, le Fonds monétaire attend l'élection d'un président, la formation d'un nouveau gouvernement pour que le nouveau gouvernement libanais demande ou dit au Fonds monétaire ce qu'il veut, s'il veut une aide financière ou non. Et donc, à ce moment-là, on commencera à débattre le sort des dépôts avec le Fonds monétaire international. Mais les débats, les échanges d'idées qui ont eu lieu avec l'équipe du Fonds monétaire, certainement, elle a eu lieu en ce qui concerne les dépôts, en ce qui concerne ce qu'il faut faire. Et l'équipe du Fonds monétaire a entendu des responsables qu'ils n'ont aucune intention d'éradiquer les dépôts, d'enrayer les dépôts. Et le Fonds monétaire a réalisé ce fait. Pas maintenant. Dans son rapport de juin 2023, depuis un an, il a dit qu'il n'y a aucun appétit au Parlement pour voter des lois qui vont aboutir à un haircut ou bien à l'enrayement des dépôts. Quelle est l'approche idéale pour décider, ou bien pour planifier, ou bien pour gérer ces dépôts-là, pour décider le sort de ces dépôts-là? Oui, exactement. Moi, je crois que l'approche depuis le début de la crise n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas une approche saine quand on continue de parler de pertes à la Banque du Liban et qu'il faut éliminer les dépôts ou les convertir en actions bancaires. Peut-être on fera ça de façon très légère, mais je crois que la solution du problème des dépôts bancaires, c'est d'avoir une liquidité qui est équivalente à 10 à 12% du montant des dépôts en devises, ce qui est la norme internationale dans toutes les banques à travers le monde. Les banques à travers le monde ne cachent pas dans leur caisse 80 à 90% de liquidité de leurs dépôts. Tous les dépôts. Les banques sont des sociétés d'intermédiation financière, donc ils attirent des dépôts et des capitaux et ils les placent dans le marché, ils les prêtent. Ce qui était le cas avant la crise. Avant la crise, les déposants utilisaient le montant qu'ils en aient besoin. Donc, s'ils voulaient acheter une maison, ils utilisaient une partie de leur dépôt pour mettre un down payment à travers les chèques, à travers un virement bancaire. Et ils retiraient en cash les montants minimes dont ils ont besoin. Donc, c'est ça qu'on doit essayer de travailler pour atteindre. C'est cette situation-là. Très bien. Comment on pourra atteindre cette situation? Mais parlons aussi On ne peut pas demander à l'État de trouver 90 milliards de dollars en devises. On ne peut pas demander à la Banque du Liban la même chose, certainement pas aux banques commerciales. Mais on peut travailler pour trouver 12% des 90 milliards de dollars. Mais il faut aussi répartir les responsabilités et dire à l'État, voilà, vous, État, vous êtes responsable. Certainement, et jusqu'à présent, l'État évite d'assumer aucune responsabilité. Mais pour réactiver le secteur bancaire, pour que le secteur bancaire puisse prêter de nouveau, financer l'économie et prêter au secteur privé, pour que les déposants puissent utiliser leurs dépôts et non pas les retirer en cash, il faut trouver l'équivalent de 12% en liquidité et qui sont à la Banque du Liban. La Banque du Liban a à peu près 9 milliards 700 millions de dollars. Ce sont des réserves obligatoires. Ce n'est pas les réserves en devises de la Banque du Liban elle-même. Ce sont les réserves obligatoires. Mais ceux qui insistent à remettre le compteur à zéro en ce qui concerne les dépôts. Ça, c'est une méthode très nocive qui va nuire à la confiance, qui ne va pas restaurer la confiance et qui va décourager des investisseurs potentiels ou des actionnaires actuels à participer à la recapitalisation des banques commerciales. Ça, c'était le plan du Premier ministre Hassan Diab et nous avons bien revu ça dans le plan de Saad Echeme.
Le plan du gouvernement actuel, oui, il y avait une clause qui disait qu'il faut enrayer 60 milliards de dollars du bilan de la Banque du Liban et enrayer l'équivalent donc des dépôts bancaires. Qui sont en fin de compte les dépôts des déposants. Oui, Donc, mais le Conseil d'État a décidé que ce n'est pas constitutionnel, c'est contre la Constitution. Que ce soit le gouvernement ou bien le Parlement, ils n'ont pas le droit d'enrayer les dépôts. Mais cette approche n'a pas marché jusqu'à présent, après 4 ans et demi. Donc il faut essayer une nouvelle approche qui a pour priorité tout d'abord d'assainir la confiance et deuxièmement de réactiver le secteur bancaire et troisièmement pour que les déposants puissent utiliser leurs dépôts sans les retirer en cash. C'est ça ce que nous devons œuvrer pour achever. Parce qu'avant la crise, et dans n'importe quelle banque à travers le monde, et pas seulement au Liban, il y a une gérance de la liquidité. Il y a une gérance des avoirs. Donc, s'il y a un rush des déposants vers la banque ne peut pas avoir tout le montant en dépôt en liquidité immédiate. C'est pour ça qu'il faut retourner à l'avant-crise et ce sont les normes internationales, ce n'est pas quelque chose unique au Liban. Remettre le système bancaire sur les rails nécessite une restructuration du secteur d'une façon, dire idéale. D'une façon réaliste. Réaliste. Quelle est la façon réaliste qu'il faut suivre pour pouvoir recréer cette confiance, remettre ce secteur sur les rails? Et vous dites quoi à propos du projet de loi qui consiste à la restructuration du secteur bancaire? Tout d'abord, pour restaurer la confiance dans le secteur bancaire, il faut restaurer la confiance dans les institutions de l'État. La séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le respect des délais constitutionnels, l'application des lois et de la Constitution, c'est ça qui va restaurer la confiance. Et après, on restaure la confiance dans le secteur bancaire. Si on restructure le secteur bancaire et tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs privés de l'économie, et on ne parle pas de la gouvernance, de la transparence, de la séparation des pouvoirs. On n'œuvre pas dans ce sens, donc on ne va pas restaurer la confiance. Vous avez bien mentionné le terme réaliste. Oui, en ce qui concerne la restructuration réaliste. Il faut mettre des objectifs qui sont réalisables et non pas des plafonds impossibles à atteindre par les banques, parce qu'il y a des parties prises qui veulent l'effondrement, l'effritement total du secteur bancaire pour avoir l'opportunité d'acheter les avoirs du secteur à des valuations très basses. Donc ça, c'est devenu clair. Ça, c'est clair, et ça doit être clarifié de plus en plus. Mais il faut restructurer le secteur bancaire à travers un plan réaliste. Ça, c'est aussi important. Vous voulez me dire que l'effondrement du secteur, la faillite, l'effondrement est bien planifié? Cibler le secteur bancaire était planifié, certainement. C'est pour éviter la responsabilité du pouvoir, des partis au pouvoir, des gouvernements successifs. En faveur de qui? Le pouvoir ne peut pas agir comme étant un observateur lointain qui est assis en Australie et qui soudainement, en octobre 2019, a écouté à la radio a découvert qu'il y avait une crise au Liban. Mais non. Ce sont les gouvernements successifs qui ont dilapidé les dépôts bancaires à la Banque du Liban. Ce sont les gouvernements successifs qui se sont endettés de la Banque du Liban. Ce sont les gouvernements successifs qui n'ont pas respecté le code de monnaie et du crédit. Et spécialement dernièrement, depuis le début de la crise, qui ont ignoré totalement l'article 113 du code de la monnaie et du crédit, qui dit que très clairement, que si la Banque centrale subit des pertes, le ministère des Finances doit couvrir ces pertes. De plus, il faut prendre en considération un rapport très important qui a été publié en février par la Bank of International Settlements, qui est la banque des banques à travers le monde, et qui a dit que s'il y a un nombre de plus en plus de banques centrales qui subissent des pertes, mais ça ne veut pas dire que si les banques centrales subissent des pertes, elles ne doivent plus
assumer leurs responsabilités et continuer leur travail de façon normale. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est normal qu'une banque centrale subisse des pertes, mais elle n'est pas une entité commerciale, donc on ne peut pas la traiter comme une entité commerciale. Mais malheureusement, au Liban, depuis le début de la crise, on a essayé de traiter la Banque du Liban comme une entité commerciale qu'il faut liquider, ce qui n'est pas le cas. Le premier pas vers une restructuration, réaliste du secteur bancaire, ça se passe comment? Ça se passe à travers des objectifs stricts mais réalisables. C'est pour encourager les actionnaires actuels et les actionnaires potentiels, les investisseurs potentiels, de participer à la recapitalisation du secteur. Donc on ne peut pas mettre des plafonds impossibles des plafonds qui sont très difficiles à mettre en application et dire que le secteur bancaire ne peut pas être recapitalisé, donc il faut reprendre à nouveau, il faut commencer avec un nouveau secteur bancaire. Cette approche va nuire à la confiance, va nuire à l'économie, elle ne va pas aboutir à un secteur bancaire qui pourra financer de nouveau l'économie. Revenons à la répartition des responsabilités. Responsabilité, c'est dire perte ou dette. C'est une expression très importante. Il faut faire la différence entre la répartition des pertes et la répartition des responsabilités. Il faut commencer par la répartition des responsabilités et tout le monde est responsable, tout le monde doit participer à la relance économique. Il faut accepter, il faut admettre qu'il y a une perte. Ce sont des obligations de l'État. Ce sont des obligations de l'État. OK, on peut admettre que les banques ont mis beaucoup trop de dépôts à la Banque centrale et que l'État a dilapidé ses fonds, mais ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas participer à rembourser au moins une partie, rééchelonner cette dette. C'est une dette. Les dépôts sont une dette, qu'ils sont dans une banque commerciale ou dans la Banque du Liban. Vous êtes au courant du projet de loi qui a été présenté en ce qui concerne la restructuration du secteur bancaire? Celui du 8 février, oui. Certainement. Vous le jugez comment? En restant positif, je le considère qu'il doit être un premier pas vers un débat très approfondi entre tous les acteurs concernés pour produire un plan réalisable et applicable et qui pourra aider le secteur bancaire à sa relance. Mais dans sa version actuelle, c'est un lourd fardeau pour le secteur bancaire. Ça ne veut pas dire que les banques ne sont pas prêtes à assumer une grande partie de la responsabilité pour la relance du secteur bancaire. Mais je répète, le pouvoir ne peut pas agir comme étant un observateur distant qui est dans une université australienne et qui s'est réveillé le 17 octobre 2019 et qui a découvert à travers la radio qu'il y avait une crise au Liban. Comment évaluez-vous la performance du gouvernement de Najib Mikati en ce qui concerne la gérance de la crise? Je sais que le gouvernement n'est pas très populaire ces temps-ci, mais il faut admettre que le gouvernement ne peut pas rester sans rien faire simplement parce qu'on n'a pas un président et parce qu'on n'a pas pu former un nouveau gouvernement après les élections parlementaires. Il essaie de faire de son mieux selon les pouvoirs constitutionnels. Mais j'attends de vous le mais. Oui, mais il y a un contexte plus grand que celui du gouvernement, du pouvoir exécutif. Il n'y a pas une volonté assez forte pour... dire volonté politique. Une volonté politique pour un consensus, pour élire un président. Je répète, le gouvernement fait de son mieux dans des circonstances pareilles. Je sais qu'il est très critiqué de ci et de là sur des sujets multiples, non seulement sur la gérance de la crise économique, mais je veux pointer sur quelque chose de très important. Aujourd'hui, les dépôts du secteur public à la Banque du Liban ont atteint l'équivalent de 4,3 milliards de dollars, et ça depuis un peu plus qu'un an, depuis le début de 2023, parce que la Banque du Liban s'était mise d'accord avec le ministère des Finances
pour collecter les impôts et les... en livre libanaise. En livre libanaise, mais en cash. En cash, mais au taux de change du marché. Du et non marché, pas au taux de change de 1500 ou de 15 000, oui. et même en dollars. Et même en dollars, ce qui a augmenté de 400% à peu près les dépôts du secteur public à la Banque du Liban. Mais ces mesures-là ont aussi permis la stabilité du taux de change sur le marché, parallèle. C'est une des mesures qui a permis la stabilité du taux de change. Et l'autre mesure, c'est que la Banque du Liban a retiré du marché 22 trillions de livres libanaises. Aujourd'hui, la masse monétaire sur le marché est équivalente à moins de 600 millions de dollars, ce qui fait que théoriquement, la Banque du Liban peut retirer toute la masse monétaire en circulation s'il y a besoin. Cette stabilité du taux de change, elle pourrait jusqu'à quand? Quand la Banque du Liban a commencé cette opération, elle gagnait du temps jusqu'à l'élection d'un président, la formation d'un nouveau gouvernement pour que les réformes puissent être mises en application. Ça semble qu'on s'est adapté avec le système. La Banque du Liban continue à gagner du temps. Espérons qu'il ne va pas y avoir une guerre élargie par l'ennemi israélien. Mais la Banque du Liban a réussi jusqu'à présent. Mais c'est ça, mais comment expliquer cette stabilité? Mais docteur Roubril, aujourd'hui nous sommes devant une guerre, un gouvernement qui travaille à peine, pas de président, pas de réforme, mais nous avons aussi une stabilité au niveau du taux de change sur le marché parallèle. Expliquez-nous, ça se passe comment? Tout d'abord, je reviens sur les deux décisions que la Banque du Liban a prises. La première était de retirer du marché une grande partie de la masse monétaire, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut trouver des dollars plus facilement dans le marché libanais qu'une grande quantité de livres libanaises en devises. Et deuxièmement, parce que la Banque du Liban s'est mise d'accord avec le ministère, a convaincu le ministère des Finances qu'il faut collecter les impôts et le coût des services publics sur le taux de change du marché et non pas sur le taux de change de 15 000 livres libanaises ou 2 500 livres libanaises. Donc ça a renfloué les caisses de l'État et le résultat est qu'aujourd'hui, les comptes de l'État à la Banque du Liban ont l'équivalent de 4 300 millions de dollars. La question, c'est pourquoi l'État n'utilise pas ces fonds-là. C'est parce que, en accord avec le Fonds monétaire international, il ne veut pas avoir un déficit parce que la Banque du Liban refuse de financer le déficit, ce qui est une troisième décision qui est très importante. Donc, ce sont les trois décisions qui ont permis la stabilité de la livre libanaise, malgré les chocs sécuritaires qu'on a subis. Premièrement, l'incident de Kahale durant l'été passé. Deuxièmement, les combats dans le camp de Ain al-Helwi. Et troisièmement, la guerre à Gaza et les attaques israéliennes depuis le 8 octobre contre Vous soutenez les mesures qui sont appliquées par le gouverneur par intérim Wassim Mansouri? En général, oui. Et la décision principale était le maintien de la stabilité du taux de change. C'est ça on s'attend aussi au lancement de la plateforme Bloomberg. La plateforme Bloomberg... Quelques semaines, peut-être, ou bien quelques mois. Le plan était de lancer la plateforme de la Banque du Liban avec l'institution Bloomberg... à la veille de l'annulation de Saïra. Le novembre ou décembre dernier. Les préparations étaient en place pour lancer cette plateforme en novembre ou décembre dernier. Mais à cause de la guerre à Gaza et l'impact de cette guerre en général sur la confiance, cette décision a été reportée indéfiniment. Pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de Bloomberg si on a une stabilité sur le taux de change parallèle? Parce que la nouvelle plateforme a un de ses objectifs, c'est que l'offre et la demande déterminent le taux de change. Donc ça devient un taux de change flottant. Et deuxièmement, ça donne de la transparence. La Banque du Liban connaît qui seront les acheteurs principaux des dollars. C'est ça. C'est pour le tracking assez important. Certainement, c'est pour le tracking. Donc voilà, le Liban risque l'inclusion dans la liste risque du groupe d'action financière. Le pays a été sous surveillance de la GAFI en raison des lacunes dans son cadre réglementaire et de l'inefficacité de certaines mesures contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, etc. Un des principaux défis du Liban est la taille significative de son économie en espèces.
On s'attend à ce que le Liban soit classé sur cette liste. Espérons pas. On doit pas s'attendre à une décision négative. Oui. Mais la GAFI a fait son rapport chaque 10 ans. Elle fait un rapport sur tous les pays à travers le monde. Et le tour du Liban était l'année dernière. Elle a fait le rapport très détaillé sur le Liban de 360 pages qui a dit très clairement que le Liban conforme à 34 de 40 recommandations. Donc, il y a ces 6 recommandations techniques que la Banque du Liban travaille dessus pour... Est-ce qu'on peut échapper pour cette liste? La Banque du Liban fait de son mieux, mais il faut la coopération du système judiciaire. Ah, c'est ça. Et c'est parce que nous sommes une économie en espèces, la Banque du Liban peut faire un nombre de choses, mais il faut la coopération de tous les responsables et du système judiciaire, des forces de sécurité aussi. Et donc, on n'est pas en train de négliger cette possibilité, mais la Banque du Liban fait de son mieux et elle seule, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. Ma dernière question, avant la crise, ou bien avant la guerre à Gaza, octobre 2023, on s'attendait à un taux de croissance donc, entre 1, 2, 3% à peu près. Après la guerre, c'est différent. Après 8 mois de guerre, on s'attend à quoi en 2024? Si vous avez devant vous quelques études, vous avez préparé peut-être taux de croissance ou bien récession, coût de la guerre, impact sur les secteurs. Il y a 3 scénarios pour 2024. Le premier scénario, c'est le maintien du status quo actuel. Et moi, je donne une probabilité de 40% pour le maintien du status quo actuel, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le deuxième scénario, c'est l'élargissement de la guerre, comme les Israéliens nous promettent fréquemment. Et je donne aussi une probabilité de 40% pour l'élargissement de la guerre. Le troisième scénario, c'est un cessez-le-feu durable, et je donne une probabilité de 20%. Dans le premier scénario, le maintien du statu quo, je prévois une contraction de 0,5% en 2024. Ça dépend de la saison touristique. Ça va dépendre de la saison touristique. Le deuxième scénario, je prévois une contraction de 10 à 15% de l'économie. Et le troisième scénario, je prévois une croissance positive, un rebond de l'activité économique, un choc positif. Donc, si le plus tôt on a un cessez-le-feu, le plus tôt on va pouvoir voir les résultats de ce cessez-le-feu et le choc positif. Donc, on ne peut pas parler d'une seule possibilité. Il y a ces 3 scénarios. Et c'est un peu tôt pour mettre un chiffre sur les pertes économiques. Moi, je peux vous assurer que l'activité commerciale au Sud a rétréci de 75%. Il faut attendre la fin de la guerre. Mais il faut attendre la fin de la guerre pour avoir un chiffre précis. Docteur Nassir Obril, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci. Le procureur général par intérim près la Cour de cassation, le juge Jamal Hajar, a dessaisi la procureure générale près la Cour d'appel du Mont-Liban, Rada Aoun, de tous les dossiers sur lesquels elle planche. Quand bien même elle avait été démise de ses fonctions, Madame Aoun avait été sanctionnée ainsi en mai 2023 par le Conseil de discipline de la magistrature à cause de son comportement contraire aux règles de la profession. Mais la juge a décidé encore une fois de ne pas se soumettre aux décisions la concernant, allant même jusqu'à attaquer le procureur, l'accusant de violer ses fonctions. M. Hajar a également adressé un mémorandum aux différents services de sécurité, leur interdisant de mettre à exécution les mandats qu'elle émet et de lui communiquer des informations relatives à des affaires anciennes ou récentes qu'elle suit. Bien voilà, j'ai le plaisir de recevoir Maître Habba pour discuter plus à propos de l'affaire de la procureure générale près la cour du Mont-Liban, Rada Aoun. C'est un plaisir de vous recevoir, Maître Habba. Oui, bonjour, ça va? Merci. Donc voilà, le procureur général par intérim près la cour de cassation, le juge Jamal Jarrah, aurait-il raison des dérapages judiciaires de la procureure générale près la cour d'appel du Mont-Liban, Rada Aoun? Quels sont les scénarios possibles? Expliquez-nous cette affaire, s'il vous plaît. Alors, Rada Aoun, comme magistrat libanais, est au cœur d'une série de controverses et des litiges juridiques marqués par des décisions qui sont prises en son encontre par des instances judiciaires et disciplinaires.
Ces événements, pour sûr, ont eu des répercussions sur son statut et ses responsabilités professionnelles. Je peux commencer par citer un aperçu de la situation juridique de juge Radaoun. On peut commencer avec la décision qui a été émise le 15 avril 2021 d'après le procureur général de la cassation, Ghassan Aouedat, qui a pris une décision pour suspendre les activités de Radaoun en avril 2021 en raison de performances insatisfaisantes et d'erreurs graves. Je peux souligner une autre décision qui est le 22 février 2023, qui a été aussi prise par le Premier ministre, qui a souligné les violations de juge Radaoun pour beaucoup de règles. L'importante décision, c'était en 4 mai 2023, qui était une décision qui a été émise du Conseil disciplinaire de la magistrature. Le Conseil disciplinaire de la magistrature a ordonné la destitution de Radaoun de ses fonctions judiciaires. Radaoun a fait appel pour cette décision aussi, et maintenant devant la haute commission de discipline en mars 2024. La dernière décision qui a été émise par le juge Hajar, que vous avez été en train de parler de ça, cette décision aussi a été, le juge Hajar a émis aussi une déclaration dans les médias, il était en train de parler des raisons de cette décision. Mais je dois souligner aussi une décision qui est très importante. C'est une décision c'est le procureur général de la République a déposé une plainte contre Radaoun en l'accusant des délits criminels. C'était en avril 2021. OK? Alors, mais cette affaire n'a pas été poursuivie jusqu'à présent en raison de manque de composition de l'autorité générale de la Cour de cassation. Très bien. Le 6 juin, c'est la dernière décision qui a été le 6 juin, c'était le procureur de cassation a pris une décision similaire à celle de son précédent et en restreignant les activités de Radaoun. OK? Si je veux parler maintenant à propos des voies de recours qui sont ouvertes à Radaoun. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc ça c'est très important. Concernant deux choses, on peut souligner deux choses maintenant. Concernant la décision du Conseil disciplinaire de la magistrature, elle a fait appel déjà de la décision du Conseil devant l'autorité disciplinaire suprême de la magistrature. Elle tente également de retarder le processus en intentant une action en justice contre le président du Conseil supérieur, juge Aboud. Concernant la décision du procureur de la République, la dernière décision, Radaoun n'a pas la possibilité de faire appel, étant donné que ce dernier, juge Hajar, occupe la position du chef du parquet. Cette mesure demeurera en vigueur jusqu'à l'ordre soit rétabli au parquet d'appel du Mont-Liban ou jusqu'à une nouvelle directive contraire soit émise. Très bien. Ça, c'est clair. Mais permettez-moi, Maître Haba aussi, quelles sont les actions que Radaoun peut encore mener? Est-ce qu'elle peut engager des poursuites contre une tierce partie en cas de plainte déposée devant le parquet de la Cour d'appel de Baabda? Elle peut statuer sur le fond des affaires. Donc, est-ce qu'elle peut aussi ordonner une interdiction de voyage, une saisie de biens? Qu'est-ce que Radaoun peut prendre, ou bien quelles sont les décisions que Radaoun peut encore prendre? Aucune décision. Les justes deux voies que j'ai déjà mentionnées concernant la décision du Conseil disciplinaire, c'est juste, elle doit attendre la décision finale. Mais concernant la décision du juge Hajar, cette décision la bloque totalement. Elle n'a pas le droit. C'est une décision exécutoire. Et n'oublions pas que le juge Hajar occupe la position du chef du parquet. Certainement. Ces décisions alors ont un effet exécutoire pour tout le monde. Bien voilà, c'était un plaisir de vous recevoir et pour bien clarifier l'affaire de Radaoun. Merci beaucoup. Maître Marhaba. Bye bye. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.